Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans le club Mounegou, bilan de la saison 2019-2020. On est ensemble pour une bonne heure d'émission et on va accueillir avec nous Fabien Pigalle, journaliste à Nice Matin. Bonjour Fabien. Bonjour. Et puis également avec nous vos chroniqueurs que vous connaissez, Patrice et Rome. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On reprend un peu du service donc par cette émission bilan qu'il fallait faire. Et messieurs, on a quand même attendu le dernier moment. Le contexte est un peu particulier, évidemment, ce contexte sanitaire du coronavirus. Et pourquoi aussi on a un petit peu attendu ? C'est tout simplement parce que Jean-Michel Aulas fait des pieds et des mains pour que ça reprenne. Et bon, une fois qu'on a, j'en ai pas entendu parler. Non, c'est bizarre ça. Et une fois que on a eu la certitude que là maintenant les choses étaient bel et bien entérinées, on pouvait passer et vraiment nous aussi terminer cette saison décevante. Une nouvelle fois, Monaco qui termine à la 9e place au classement, c'est largement insuffisant. Messieurs, la saison, elle est décevante. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. On est là pour en expliquer un petit peu les raisons et c'est là aussi c'est la raison pour laquelle aussi tu es là avec nous Fabien ce soir, c'est que justement tu as accès, on va dire, à peut-être un peu plus d'informations que nous, où tu vois le club de plus près puisque tu es quand même au quotidien avec un certain nombre de ces acteurs. Pour toi, est-ce que la saison décevante de Monaco est une surprise ? Absolument pas. Parce qu'en fait, elle est très semblable dans son entame à celle que le club avait connue déjà la saison dernière, c'est-à-dire ce fameux retard à l'allumage au mercato. Et ça, bon, alors après ça explique pas tout encore une fois, mais parfois les choses elles sont aussi très simples, c'est-à-dire que plus vous avez des joueurs tôt, plus votre collectif peut être paré à être disons compétitif rapidement. Là encore une fois ça a pas été le cas, et je pense que alors de mémoire, il faudrait se replonger dans la feuille de match des premières journées. C'est de Monaco-Lyon par exemple, qui était un vrai choc entre deux prétendants annoncés à l'Europe. Effectivement, l'équipe de Monaco est assez catastrophique au niveau des joueurs qui sont alignés. Oui. Je crois qu'il y a Panzo qui est pas un mauvais joueur. Absolument. Je veux dire, Panzo devant, c'est pas Lyle Foster qui joue. C'est Foster qui est titulaire. Mais c'est là qu'il est en Foster. Ouais, le message envoyé quand on sort d'une saison où le club se sauve à la dernière journée, que le discours il est toujours un peu le même en disant on a compris les erreurs du passé, on va corriger, et quand il y a une saison avec une équipe comme ça, hors de café, quoi. On rappelle que le milieu de terrain qui avait été aligné d'ailleurs, c'était Gemerson et Henriks. Voilà, oui. C'était assez surprenant. On avait forcément tiqué avec ce milieu-là, déjà parce qu'on revoyait Gemerson et que vu la saison 2018-19, on n'avait pas forcément envie de le revoir. On voyait Henriks aussi à un poste très inhabituel. Et on s'est dit mais à quel moment ça a jamais été testé ensemble, même en préparation. Jardim nous sort ça du chapeau. Personne n'a vraiment compris. Et effectivement, il y avait des manques criants dans cette équipe. Pour revenir, Rome, de ton côté, est-ce que tu es surpris toi ? Parce que par exemple dans ton pronostic, tu nous voyais à la fin de saison beaucoup plus haut. Oui. Est-ce que cette saison-là, qui est décevante encore une fois sur le résultat final et même sur la manière, t'a surpris ? Oui, ça m'a. Je suis quand même surpris parce que certes le début de saison peut être comparé à la saison précédente et très clairement il y a eu un retard à l'allumage. Mais pour le coup, tu parlais de notre émission pronostic qu'on avait fait après 4 journées.
Donc je vous invite, chers auditeurs, à aller la réécouter. Nous on l'a fait. Il y a quelques petites pépites, mais on va y revenir. On va y revenir évidemment ce soir. Des prédictions, élite prédictions. Ouais, c'est ça. Et donc après 4 journées, on avait seulement 2 points. On prenait des cartons rouges à tous les matchs. Il y a un match terrible où on mène 2-0 et puis Jefferson prend son rouge à domicile et on fait un match nul. Je sais plus contre qui c'était. C'est contre Nîmes. Ouais. Oui, alors qu'on faisait un vrai bon match. Bon, contre Lyon, ok, il est un peu à mettre à part, mais même contre Metz, on n'est pas mauvais. Il y a un penalty qui doit être accordé, qui l'est pas. Aguilar qui prend un rouge sorti de nulle part. Il n'empêche que la vraie grosse différence, c'est que tous ces matchs-là, on les fait sans Bakayoko, on les fait sans Slimani, on les fait sans Maripane, dont on espérait beaucoup au final, voilà. Donc au moment où on fait notre émission pronostic, on a quand même tous ces joueurs-là, et très clairement, on a une équipe sur le papier qui est quand même largement supérieure à celle de la saison d'avant. Au final, on a perdu qui ? On a perdu certes Falcao, que moi j'adore, mais il faut quand même reconnaître qu'il commence à arriver un petit peu sur la fin. Et en plus, il a été plus que bien remplacé par Ben Yedder. Et on avait perdu Ronny Lopez, qui certes avait fait une bonne fin de saison la saison précédente, qui pour le coup semblait aussi avoir touché ses limites. Donc on avait une équipe bien plus forte. Et oui, moi très clairement, je m'attendais à beaucoup mieux. Et c'est en fait le vrai problème de toute façon de l'équipe, et ça a été le cas du début à la fin, c'était la défense. Parce qu'au final, si tu analyses la saison offensive, elle est plutôt bonne. Le problème, c'est qu'on n'a jamais réussi à mettre en place cette défense. Et au moment de nos pronostics, il y a Maripane et on se dit que ça peut être un bon coup. Oui, finalement. Même si je l'avais mis comme pire recrue. Oui, c'était effectivement le risque que tu avais un petit peu pressenti. Patrice, de ton côté, toi, tu nous voyais finir 4e d'ailleurs, avec un nombre de points bien précis. Tu avais vraiment joué le jeu à fond, oui. Contrairement à moi. Mais voilà, du coup, j'imagine pour toi aussi décevant cette saison. Bah oui, très à du bilan. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit plus haut, la preuve 4e, parce que même malgré le mauvais départ, comme dit Rome, je trouvais que l'équipe qui était présentée était très forte, et ça s'est prouvé juste après par la suite, parce que du coup c'est là qu'on a commencé à enchaîner un peu les bons résultats. Malheureusement, il y a eu trop de matchs où on a perdu des points bêtement, où il y a eu un peu de fatalité, il y a le prendre des rouges ou des buts au mauvais moment sur des pauvres contre-attaques. Et du coup, c'est ultra décevant de se dire qu'on finit 9e de championnat, même si on est 7e ex-aequo avec Lyon, parce qu'on a tous le même nombre de points. Mais oui, d'être aussi loin des premières places et de voir quelles sont les équipes qui sont devant, qui sont pas forcément plus fortes que nous, des équipes qu'on a même réussi à battre. C'est vraiment très décevant, quoi. Mais on a eu du mal à les battre, justement, celles qui ont fini devant et qui fait qu'on est d'ailleurs aussi un petit peu loin, c'est-à-dire Reims, Nice aussi, puisque ce sont les derniers matchs qu'on ait joués cette saison. Ces équipes-là, on les a pas battues justement. Je parlais vraiment pas des équipes qui nous touchaient. Je parlais des équipes plus hautes comme. Oui, mais c'est des scénarios, c'est pareil. Ouais. Tout le monde se rappelle du premier match contre l'OM. Tu mènes 2-0 au bout de 10 minutes. Et puis il y a cette fameuse coupure. Canal des caméras, tu reviens, le complot, messieurs. Et voilà, tu reviens, il y a 2-1 et quelques secondes après, ça fait 2-2 avec Valère Germain en plus qui marque. Enfin, il y a rien qui va, quoi. C'est le début de saison, c'est vrai que c'était quand même, parce que c'était au début aussi l'OM. C'était un cauchemar. T'avais l'impression qu'il y avait toujours un mec qui allait faire une connerie. Quand c'était pas Lecomte, c'était Fabregas, ou c'était Aguilar, ou c'était Jemerson. Enfin, c'était terrible, quoi. On se tirait des balles dans le pied, constamment. Après, on commence la saison en se tirant déjà une balle dans le pied en composant cette équipe trop tardivement, quoi. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais là, ça a vraiment été très très tardif. Et on perd un nombre de points faramineux. On y reviendra effectivement parce que c'est une des conséquences de la gestion de Petrov, une gestion un peu subie aussi, puisqu'il a été quand même le mettre à bord seul, finalement, sans doute pas forcément aidé pour quelqu'un qui découvrait aussi le football. Et on en parlera un petit peu plus longuement. Messieurs, je voudrais quand même revenir sur un des éléments marquants de cette saison, Fabien aussi. J'imagine que pour toi, ça a dû être quelque chose de très surprenant puisque quelques mois après son premier retour, donc en janvier, Jardim était débarqué, 12 mois après finalement. Après, en plus, une belle victoire face à Lille, 5-1. Ouais, déjà, il y avait en fait, c'est vrai que quand on se pose 2 minutes là, et qu'on réfléchit, si on doit faire un classement des événements marquants, c'est quand même difficile de choisir parce que là tu me parles effectivement du deuxième débarquement, mais il y a déjà ne serait-ce que le retour qui a surpris un peu tout le monde, alors que
quelques mois plus tôt, bon, sans refaire le bilan de la saison précédente, mais on disait la méthode Jardim, ça marche pas, les joueurs ils adhèrent plus, nani, nana, bon pourquoi le reprendre? Donc déjà première question. Ouais. Après la deuxième question c'est pourquoi le reprendre et continuer à faire les mêmes erreurs? Donc là on rajoute encore une question et Jardim se pose, il traverse l'été en se posant un peu les mêmes questions en disant bon moi on me rappelle le big boss, hein, il faut se remettre aussi dans le contexte, c'est pas n'importe qui le rappelle, c'est-à-dire que c'est une personne qui a pas l'habitude en général de rappeler et admettre disons plutôt ses torts. Là il s'est fait et puis il voit ce mercato passer. Alors il faut pas non plus jeter la pierre à Oleg Petrov parce qu'effectivement il avait une lourde responsabilité, c'était le mercato quelque part le plus attendu du club et qui devait être le plus important pour corriger ce tir, quoi. Et finalement, quelque part, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui doit gérer ça. Et il traverse l'été comme ça, en essayant de comprendre le milieu et en même temps en essayant de construire l'équipe. Jardim s'agace plus ou moins face à ce manque. C'est pas un manque de compétences, mais un manque tout simplement de connaissances, mais qui est encore une fois naturel. C'est comme si moi je débarquais dans un restaurant et qu'on me mettait aux cuisines, quoi. Je peux pas faire un service du soir de sans couvert. Là c'était un peu, mais bon, le club s'est mis dans cette situation-là et c'est ça qui a aussi tendu les relations très rapidement entre Oleg Petrov et Leonardo Jardim parce que très vite. On sent que c'est pas quelqu'un qui. Pour l'un, la machine n'avançait pas assez vite. Pour l'autre, Oleg Petrov, il venait d'arriver, il peut pas se permettre non plus d'avoir un coach qui marche pas non plus dans ses pas. Ou on parlait de ce que tu disais, se tirer une balle dans le pied. Là, enfin, la saison, elle avait pas commencé, qu'il y avait déjà un chargeur de vide. Et puis. Et ça a mis du temps en plus à le confirmer après la fin de saison dernière où Monaco finit vraiment à l'envers. Je sais que Jardim est confirmé, il me semble, début juin. Et c'est vrai que pendant 15 jours, 3 semaines, on se demande s'il va rester. Tu l'as re-signé 2 ans et demi. Tu vas pas lui refiler tout de suite 30 millions de dommages. Ah, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a quand même on se pose vraiment des questions à savoir est-ce qu'il va rester l'entraîneur parce que la fin de saison elle est vraiment pas bonne et on sent que ça n'a pas, la mayonnaise n'a pas repris en fait. Il a fait ce qu'il était dû faire. Le cas Adrien Silva, par exemple, enfin, c'est quelque chose que moi, enfin, mec en prêt qui fait partie du club et qui sauve, alors sans les honneurs, attention, hein, il y a rien à garder de cette fin de saison sauvée en Ligue 1, attention, hein. Mais bon, mine de rien, il vient en prêt, il apporte ce qu'il a apporté quand même, un peu d'expérience, de trucs qui manque quand même cruellement. Là, on le garde pas et puis on attend, on laisse passer l'été pour le reprendre. Non mais je sais pas, après s'être rendu compte que on est obligé de mettre Gemerson, Henriks au milieu, donc forcément il y a quand même 2 postes clés où c'est tout à l'heure je sais plus qui citait les personnes qui offensivement ont fait bien et au milieu de terrain on citait Bakayoko, Slimani, 2 joueurs prêtés. Enfin, c'est quand même il faut se rendre compte de manque de lucidité si tu veux dans les failles, quoi. Enfin c'était évident. Il fallait enchaîner très vite là-dessus, ça n'a pas été fait, quoi. Ouais. Et c'est vrai que en plus, il y avait cet antagonisme, vraiment entre Petrov et Jardim. On l'a très vite senti, que le courant passait pas entre les deux. Jardim avait dit très vite, c'était dans l'équipe après son limogeage, il avait dit, je n'ai jamais été son entraîneur. Enfin, il ne m'a jamais considéré comme son entraîneur. Donc, il y avait même, je pense, peut-être un conflit finalement entre 3 hommes presque, c'est entre Ribot, Petrov et Jardim, puisque t'as un Jardim qui était souvent en ligne directe avec Vassiliev et donc proche de Ribot-Lovlev, et Petrov qui était un peu entre les deux aussi. Donc Jardim, je pense, essayait d'appuyer un peu les leviers auprès de Ribot pour déjouer Petrov à un moment donné, j'imagine. Mais nous on a fait, je sais pas si vous avez un peu suivi, on a sorti une saga un peu romancée, si tu veux, retraçant un peu la décennie en plusieurs épisodes marquants. Il
il y a deux choses aussi un peu qui ressortent. C'est culturellement, la méthode russe n'a, aucun scrupule à tourner la page, peu importe le passé des uns et des autres. Ça, voilà, c'est un fait, que ce soit Vadim, que ce soit Luis Campos, que ce soit, voilà, il y a des que Jardim 2 fois. Et c'est vrai qu'après, sur cette fin d'aventure entre Jardim et Petrov, Ribolovlev, donc nous qu'on a eu en interview par mail parce que bon, il fait il est comment par mail? Il est sympa? Non, il parle très bien. Et en fait, on comprend là quand même ce qu'il dit, c'est que Petrov vient le voir, lui demande de changer le coach, et lui accepte, mais à contre-cœur presque, enfin dans le sens où il dit c'est la décision d'Oleg Petrov. Voilà. Et ça, mine de rien, c'est pas anodin. Dans cette interview, pour la saison qui va commencer là. Parce que là maintenant, c'est aussi une manière de dire maintenant il faut assumer aussi là tout ce que tu me fais mettre en place. On s'était demandé, nous, Patrice et Rob, nous, on en avait discuté justement aussi au mois de septembre parce que le début de saison était catastrophique sur un possible remplacement de Jardim déjà, puisque en plus il y avait Nice et Marseille qui arrivaient juste derrière, je crois. Enfin, il y avait vraiment deux gros matchs qui arrivaient en plus derrière. Donc, vu le début de saison, on n'était pas vraiment optimiste et on se demandait si Jardim allait vraiment rester. Et voilà, on sentait déjà qu'il y avait un climat un peu, un climat délétère autour, quoi. Ah non, mais c'était sûr, mais en même temps, là, contrairement en fait, ils se sont retrouvés vraiment dans le même schéma que la saison dernière, où ils ont changé au bout de 9-10 journées, pour les effets qu'il y a eu. Donc, là aussi, il y a cette séquelle-là qui fait dire que, on va attendre. Donc là-dessus, disons que, tout le monde était d'accord pour traverser cette tempête, quoi, ensemble. Mais tout le monde se posait beaucoup de questions. Mais dans la mesure où on est en retard sur le mercato, imaginez si là vous deviez en cours de début de saison, rechanger un staff, là, ça aurait été très grave, hein. Surtout quand on voit la fin de saison là, qui s'arrête prématurément, c'est-à-dire à tout moment là, à 10 journées de la fin, vous pouvez être dans le rouge, hein. Ça va tellement vite. Ouais. Alors du coup, ce remplacement de Jardim, il intervient après une victoire 5-1. Oui. Au final, il intervient plutôt dans une bonne période en plus de Jardim, hein. Il y a cette défaite assez terrible, certes face à Lille en coupe 3-0, mais qui est tout de suite contrebalancée par le 5-1 quelques jours après, en plus en championnat. Tant qu'à faire, il vaut mieux gagner en championnat qu'en coupe. La série était plutôt pas mal. On en avait parlé justement dans l'émission Prono. On se disait à la limite, si le mois de septembre se passe vraiment mal, il peut être débarqué fin septembre. Mais après, on le sentait, hein, en tout cas. Ouais, moi à l'époque, j'avais pas trop compris pourquoi le virer au mois de décembre. Ça avait pas grand intérêt. Moreno d'ailleurs n'a rien apporté de plus, que ça soit en termes de points, en termes de jeu, en termes de ce que vous voulez, mais les différents matchs qui ont été joués sous Moreno, à l'exception de ce fameux match au Parc sur lequel il vit depuis son arrivée, il s'est rien passé. Donc j'aurais préféré qu'il aille jusqu'au bout, Jardim, et que là, par contre, en fin de saison, on lui aurait dû en plus qu'une seule année de salaire, et là qu'on lui dise, là on repart à zéro avec un nouveau Moreno, pourquoi pas. Mais pour moi, cette éviction était un peu particulière, mais encore une fois, on avait fait une émission dessus, donc on va pas y revenir plus que ça. Ouais. En tout cas, qu'est-ce que ça t'a inspiré, Patrice, toi, la nomination de Moreno à ce moment-là? Est-ce que tu sentais que c'était la décision à prendre par rapport à Jardim, et cette fin de cycle finalement qu'on sentait depuis déjà un long moment, et que ce Jardim 2 n'avait pas endigué du tout, quoi? Non, je reste vraiment sur les mêmes positions que j'avais à l'époque où on a fait l'émission sur l'arrivée de Moreno. Pour moi, c'était pas le bon moment de le faire. C'est un entraîneur qui avait un très bon profil, qui était intéressant, mais il fallait attendre la fin de la saison. On n'était pas dans l'urgence, puisqu'on était très bien classé. Je rappelle que si on enlève la 15e journée à tous les clubs, celle que Jardim n'a pas jouée, parce que le match était décalé contre le PSG, si on l'enlève, on était 5e au classement.
Donc on était même encore avec toutes les possibilités d'aller chercher une Coupe d'Europe. Donc on était assez bien placé. Certes, le jeu n'était pas beau et il fallait changer, mais on pouvait attendre la fin de la saison pour laisser Moreno avoir un mercato, avoir une préparation, pouvoir partir sur de bonnes bases. Alors que là, pour moi, on s'est encore retiré une balle dans le pied après ça. Puis celle du mercato d'été, on a refait la même chose en hiver, en recommençant avec un nouvel entraîneur, qui avait des nouvelles méthodes, qui a dû reprendre l'effectif, qui a remis des joueurs qui étaient en forme sur le banc parce qu'il ne devait peut-être pas les apprécier, comme Slimani. Et du coup, on a reperdu des points. Je rappelle que ces 3 premiers matchs, c'est 3 défaites, quoi. Ouais. Fabien, est-ce que on lisait justement à ce moment-là, notamment cette défaite, cet enchaînement face à Lille dans la même semaine, défaite et victoire. On lisait sur Nice Matin, justement, vous l'écriviez que c'était peut-être plus le groupe qui avait eu ce sursaut d'orgueil pour essayer d'espérer gratter quelque chose cette saison que pour véritablement sauver la tête de Jardim. C'est vraiment les retours que tu avais dans le groupe? C'est ce que j'ai écrit moi ou c'était peut-être toi ou peut-être Mathieu Mathieu Faure. Honnêtement, le sursaut d'orgueil, j'ai un peu du mal à le croire dans une victoire, disons quand même aussi éclatante, quoi. C'est-à-dire soit l'équipe elle va bien, soit l'équipe elle va pas bien. On peut pas non plus être on peut débrancher le courant si en fait t'es bien, tu veux plomber le coach, tu peux débrancher le courant. Par contre, tu peux pas à mon sens le rallumer et gagner 5-1. Ça marche dans un sens si tu veux, mais disons que si tu gagnes 5-1, c'est que tu es en forme. Tu peux pas te dire c'est parce que c'est juste un sursaut d'orgueil, le coach il va sauter, maintenant ça y est on joue au foot. Non, parce que ça à mon sens, hein, enfin moi c'est mon avis, ça marche pas comme ça. Par contre, c'est sûr que cette semaine-là, nous on a senti que le club avait pris sa décision. Et ce qui était un peu étrange, c'était que compte tenu du classement, il y a eu ce match en coupe qui a très vite confirmé cette décision-là, entre guillemets, en disant on en penchait la balance en disant finalement peut-être que le groupe a lâché. Mais quelques jours plus tard, il y a cette victoire étincelante. Donc là, on a commencé à se dire peut-être que disons que la direction c'est peut-être un peu hâté à prendre une décision là, sur ce coup, quoi. Et d'ailleurs, après, là vraiment, je vais être taxé de trop Jardim, hein, mais le match contre le PSG, on peut aussi se demander si c'est pas un élan, alors malgré la trêve, tout ça, mais si c'est pas un élan de cette quand même fin d'année qui est plutôt globalement positif, quoi, après un départ catastrophique, quoi. Parce qu'après on est quand même assez rapidement retombé dans des matchs où ça s'est joué quand même. On se faisait chier, on peut le dire. En plus. Ouais. Le match à Dijon, enfin c'était. Mais à la décharge, installer Moreno à ce moment-là, en fait, tu rends de service à personne. Parce qu'il choisit ni ses joueurs, il arrive peu d'expérience en cours de saison dans un groupe qui a connu le maintien la saison d'avant. Enfin, tu changes une méthode en plus. Enfin, c'est. Je pense quand même que cette décision, elle a fait du bien à une personne, enfin à un ensemble de personnes, c'est les supporters en fait, parce que j'ai l'impression que, j'ai eu peur que tu dises les jeunes, ça allait m'énerver. Que la rupture était consommée entre une grande frange de supporters et Jardim. Je pense que peut-être que Petrov a aussi entre guillemets cédé quelque part à cette ambiance un peu délétère autour du club, à cette petite pression, de voir des Jardim de plus en plus. Exactement. Là, il faut pas oublier aussi, on remet dans le contexte, c'est quelqu'un qui débarque dans le football il y a que quelques mois. Donc, effectivement, tu te retrouves dans un stade qui crie vers une émission. C'est aussi. Ça peut influencer, je comprends. Ouais. En tout cas, pour en finir sur Jardim, juste pour revenir aussi donc avec l'interview de Ribot sur le Nice Matin
c'est quoi, d'il y a 2 jours. C'est quand même drôle quand il dit, enfin, c'est drôle. C'est marrant, mais bon. J'ai dû reprendre les commandes et corriger les erreurs. Et ça correspond au moment où il reprend Jardim. Et pourtant, reprendre Jardim, je reste persuadé que c'était une erreur. Mais bon. Je reste persuadé que c'était une rare personne qui pouvait nous sauver à ce moment-là. Reprendre le club peut-être, mais à la dérive, il faudrait vraiment quelqu'un qui connaisse par cœur le groupe, l'équipe, pour vraiment pas perdre de temps et tout de suite aller chercher des résultats. J'ai quand même un peu de mal avec le concept du sauveur quand tu finis avec 37 points, quoi. Et donc du coup, au mois de janvier, nouvelle année 2020, arrive Moreno, et avec Moreno, on nous promettait le renouveau. Est-il arrivé, Patrice, le renouveau avec Moreno? Non, on a vraiment revu la même chose. On commence par 3 matchs où il se prend 3 buts à chaque match. Donc sur les problèmes défensifs qu'on avait vus avant, ils ont pas du tout été corrigés. Attention, il commence par une victoire face à Reims à Louis II quand même. En coupe. Oui, ouais, je parlais vraiment uniquement sur la partie championnat. Je parlais pas sur les matchs de coupe. Penalty sauvé, je crois, de mémoire. Oui. Sur ce match-là, quoi. Oui, on a eu chaud aussi sur ce match contre Reims. C'est vrai. On est passé. Tout à fait. Et donc non, on a toujours les mêmes problèmes défensifs et si offensivement on y arrive bien, parce qu'on va aller chercher quand même des matchs nuls contre le PSG en marquant 3 buts et même en inscrivant des buts quasiment à tous les matchs. C'est un super match. Ah oui, ce match il est vraiment rien à voir avec le reste de la saison. Incroyable. C'est là où aussi, effectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'il a fait, alors c'est facile, toujours a posteriori, mais est-ce qu'il a finalement pas fait un peu de mal aussi, quoi. C'est-à-dire que personne s'attendait à avoir un groupe de ce niveau-là capable de livrer une prestation comme celle-ci. Il y a eu un choix, nous on l'a questionné en conf de presse où c'était aussi un peu bizarre, c'est qu'il a reconduit, je crois 3 fois le même 11. Bon forcément à un moment ça explose, quoi. C'était un peu assez étonnant. Il a reconnu. Mais il y avait quand même des petits signaux qui faisaient que effectivement, on le met pas dans les meilleures conditions. Déjà, il joue 2 fois Paris. Il commence en mettant 3 fois le même 11, tout en ayant un discours. Chez moi, il n'y a pas de titulaire. Tout le monde peut gagner sa place. Après, il y a eu un passage aussi sur le capitaine. On en a un peu parlé. Le capitaine, c'est celui qui doit être le plus ancien, mais il y a eu un match où finalement c'était pas Jovetic. Enfin, il y avait un autre gars plus ancien. Je sais plus si c'était même pas ou Emerson ou enfin bref, on sentait que il tâtonnait, mais encore une fois, heureusement que le club s'en sort bien, parce que tâtonner à cette période-là de la saison, ça peut encore une fois basculer dans le mauvais côté, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'était vraiment pas le meilleur moment, mais bon, la Vox Populi était satisfaite. Maintenant, il faut quand même être réaliste aussi. Je pense que c'était un changement qui semblait et qui paraissait vraiment nécessaire et salutaire. Je pense qu'il y avait vraiment besoin, et je pense que messieurs, même Rome, toi, voilà, tu as donné ton avis sur Moreno et je le partage aussi. C'est vrai qu'on n'a pas vu des choses très emballantes, évidemment, mais pour autant, je pense que c'est vrai que on est peut-être satisfait de voir du 109, un staff renouvelé, puisque même Amitrano, l'indéboulonnable, s'est retrouvé dehors. Ça fait du bien, je pense, à mon avis, ce changement qui donne une nouvelle orientation, en tout cas qui veut donner une nouvelle direction au projet de l'ASM. Non, mais le changement, il fallait le faire. Mais c'est juste le timing, en fait, qui est problématique. De toute façon, c'est à peu près déjà ce que j'avais dit sur la saison précédente. Encore une fois, j'aurais pas viré Jardim la première fois, je l'aurais encore moins repris quand on a décidé de débarquer Henry. Donc là, c'est un peu pareil. Je trouve que on n'a pas mis Moreno dans les meilleures conditions. Au final, on a vu ce que ça a donné, c'est-à-dire absolument rien. Donc moi, j'aurais fini la saison avec Jardim. Enfin, la saison, au final, faut quand même pas oublier que cette saison-là, quoi qu'il arrive, elle est pas finie et elle le sera jamais. Hein. Ouais. Et donc, ça reste une saison de 28 journées. Alors, les 4 premières places, c'était mort, ça on va pas se mentir. Mais après, c'était à 1 point. Donc, le 5e est à 1 point. Donc, on aurait peut-être pu faire 5e, comme on aurait peut-être pu faire 12e. On ne saura jamais. Mais c'est difficile de juger cette saison. Je pense pas qu'on aurait fini en première partie de tableau, vu
vu ce qu'on voyait. Je me suis dit bon, autant c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Donc Mais il faut pas penser qu'à nous, qu'au prisme de Monaco. Hein, mais bon. bah pour le coup, si je pensais qu'à moi du coup. Oui, mais il y a aussi le côté financier. Mais... Ouais, et d'ailleurs, cet aspect financier, visiblement, on parlait d'un Monaco qui a aussi, voilà, c'est un des épisodes qui a marqué un peu cette saison, cette négociation un petit peu musclée entre Petrov et les joueurs, avec un premier refus de baisse de salaire. Enfin, voilà, ça a été aussi là un peu orageux. Hein. Fabien, peut-être tu pourras nous en dire plus justement sur ces tensions qui ont existé entre dirigeants et joueurs. Bah non, mais après c'est toujours pareil, c'est que c'est là aussi encore une fois il faut remonter un peu la machine à remonter le temps, pardon. Je reviens à ce côté culturel de la politique russe qui fait que le trading, disons que le joueur qui s'installe ad vitam aeternam au club, c'est pas dans leur politique. Sans dire qu'ils sont traités comme des numéros ou quoi que ce soit, mais bon, il y a quand même cette tendance-là à Monaco est une étape intermédiaire. Enfin voilà, c'est cette philosophie-là. Et là, d'un coup, en fait, ces mêmes personnes-là viennent t'expliquer, tu sais, on n'a pas beaucoup d'argent, il faudrait. Et oui, effectivement, il y a eu du chômage partiel, il y a eu Enfin, moi, je pense surtout aux salariés du club, de ces gens-là. Mais bon, cette saison-là, il y a eu près de 200 millions d'euros de lâchés sur le mercato. C'est-à-dire bon, à un moment, c'est ça aussi qui. Oui, mais très clairement, on va pas être le club le plus impacté. Hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais moi, c'est une vision un peu plus globale que j'ai. Mais quand t'as des joueurs du coup qui reçoivent un mail en disant, On leur a demandé quoi comme baisse de salaire aussi? Au début, c'était. Faudrait le savoir. Oui, non, mais au début, déjà, il faut aussi, encore une fois, se retourner. Si tu leur demandes 50%, ok, ils gagnent beaucoup de thunes, mais c'est normal de faire la gueule, hein. Faut pas, tu vois. Tout à fait, mais même, je vais te dire. Non, mais ok, Damien, il gagne beaucoup de thunes, mais si t'étais à leur place, tu ferais pareil. Évidemment, les joueurs, qu'il faut faire un geste, mais. Non, puis le joueur, souvent, il nourrit pas que sa femme et ses enfants, hein. Souvent, c'est aussi ça, hein. Oui, bon, ça Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu un flou pendant longtemps aussi. Hein. On savait pas. Et dans tous les clubs. Tout à fait. Donc il y a eu ces premières négos, mais de toute façon, en fait, le foot, à ce moment-là, personne n'a su parler d'une seule voix, que ce soit à n'importe quel niveau, c'est-à-dire sur l'arrêt du championnat, sur une baisse de salaire, sur les droits télé, sur le. Donc tout le monde a un peu cherché. Voilà, des solutions. À sauver son église. Exactement, sauf que bon, l'église à Monaco, pendant longtemps, c'était un moulin où tout le monde pouvait rentrer, tout le monde pouvait sortir. C'était la politique, c'était comme ça. Du jour au lendemain, il me vient le nom de Gemerson. Qui a fait des prestations, on est d'accord, pas dignes du joueur qu'on a connu. Et c'est pas quelqu'un. Ça fait 3 ans que c'est le cas. Ouais, non, mais. Il a fait une bonne année et puis là, ça en fait 3 mauvaises quand même. Enfin, cette année, on peut pas dire que c'est une mauvaise saison. On l'a vu quoi, 5 fois, Patrice. Et justement, c'est quelqu'un à qui il reste encore 1 an de contrat que tu mets au placard. Donc déjà, cette personne-là, comment déjà tu vas lui dire, par contre, il faudrait que tu baisses ton salaire. Ouais, mais c'est du cas par cas. Après, non, je suis désolé. Si t'as un mec dans le vestiaire qui dit on baisse de tant de pourcents, les mecs ils suivent. Tout à fait. Eh ben oui, mais le problème de Monaco, c'est que la politique, c'est du cas par cas. C'est que c'est de l'addition de joueurs parce que pendant longtemps, plutôt que de redonner 50 000 de plus à un Germain ou à un tel pour avoir un peu un garant de vestiaire, tu pas clairement. trouver quelqu'un d'autre. Non mais d'ailleurs, au final, ils ont baissé de combien leur salaire? Comment? Au final, ils ont accepté, oui ou non, une baisse de salaire et de combien de 2%? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est au final, même si ça a pris du temps, etc., ce que vous voulez, qu'est-ce qui a été fait au bout du bout comme geste? Écoute, comme geste, ils se sont alignés à ce que l'UNFP avait mis comme accord. Alors par contre, tu m'en veux pas, on va me tomber dessus, mais j'ai plus le chiffre en tête, mais ils se sont arrêtés à la charte.
En tout cas, c'est 15%, 20%. Je sais pas, c'est une connerie. Sauf te dire une bêtise, mais Je sais que, justement, c'est Fabregas qui avait un peu lancé la chose, justement, lui, en acceptant, pour le coup. C'est ce qui était un peu ressorti aussi. Ah bah, c'est le plus pété de thunes de tous, hein, donc, Ouais, c'est sûr que lui, c'est celui qui croque le plus. Bah, non, ça mais fait surtout beaucoup de sur sa maillots de carrière. Sur sa carrière, il n'y a pas photo par rapport au reste Non, du je suis groupe. d'accord, bien sûr. Mais non. Et puis lui, il avait dit d'aller au bout de son contrat aussi, quoi. Il a été aussi un peu malin en disant, bon, ben, ça, vous me le redonnerez plus tard. Mais bon, le problème, c'est que les mecs. Oui, après, on parle souvent de report, c'est vrai. Oui, voilà. oui. Non, puis lui, c'était surtout une façon de dire, bah, les gars, par contre, il va falloir me garder, quoi, aussi. Et merde. Ça, un peu le. Zut. Mais non, mais après, honnêtement, c'est anecdotique parce que dans le sens où c'est une situation qui a été vécue un peu pareil partout, quoi. C'est quelqu'un à qui tu demandes de baisser ton salaire. Moi, c'est souvent on a cette tendance à se dire, il gagne déjà des millions, qu'est-ce que ça va lui faire? En fait, l'humain, il est comme ça. Quand on te prend quelque chose qui est à toi, encore plus quand pendant des années on t'a mené un peu une politique où tu sais que à tout moment tu peux être vendu sans état d'âme entre guillemets, même si bon ils vont pas au bagne, hein, attention. C'est comme ça, tu es contre. La direction de Petrov, elle a quand même été assez chaotique finalement cette saison, Patrice. Notamment aussi avec voilà des mercatos, on le disait, tardifs. Il avait fait aussi son mea culpa, même il a fait 2 fois. Enfin, il était aussi un peu seul, pas forcément bien conseillé. Donc voilà, c'était très chaotique cette saison pour Petrov. Après, chaotique, je trouve que c'est quand même un peu aller loin. Je trouve que c'est un peu fort. Il y a quand même un mercato, certes, il est tard et c'est vraiment le truc que je reproche le plus, c'est vraiment de le faire aussi tardivement et de mettre aussi longtemps d'avoir une équipe compétitive. Mais il est pas mauvais, sinon. Mais le mercato est quand même bon, quoi. Il va nous chercher quand même un Ben Yedder qu'on n'attend pas du tout à ce qu'il vienne dans un club qui jouait la relégation. On arrive à récupérer. Je suis resté planqué, je l'attendais le Ben Yedder. Qui arrive, le 14. C'est-à-dire que quand même, c'est ton joueur fort, c'est qui a fait une saison exceptionnelle. Il le signe le 14 août. Non, mais on est d'accord sur ça, Fabien. Le mercato est trop tardif. Il n'empêche que le mercato, il y a Bakayoko, il y a Ben Yedder, il y a Slimani, il y a Aguilar. Slimani, c'est un pari quand on le prend. Et oui, non, mais je dis pas le contraire. Mais au final, le truc, c'est qu'en fait, il fallait encore plus. Il faut, tu l'as bien dit tout à l'heure, on a fait mercato, peut-être en comptant l'hivernal du coup avec Chouameni et Fofana qui quand même coûtent un petit peu les deux. Il y a eu 200 millions de posés. Et visiblement ça suffisait pas encore. Et en plus les joueurs qu'on a pris, si tu les prends individuellement, en tout cas les offensifs, Bakayoko est pas un offensif, mais donc Bakayoko et les deux devant, c'est 3 très bonnes prises. Le problème c'est que ça suffit pas encore. Donc le chantier était peut-être encore plus gros que pensé. Et puis il y a Maripane, on est quand même 18 millions dessus et c'est une erreur. Enfin en tout cas pour le moment. Ouais, ou alors ce mercato, tu le fais plus. Ouais, moi, je sais. Et peut-être que là, la mayonnaise prend déjà un peu mieux. Quoi. Peut-être, oui. Après, clairement, on voit... c'était des bons joueurs. Je vous donne mon avis. Je sais pas, je vous donne mon avis. Hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais juste j'ai l'impression, mais je vois cette équipe. Et c'est clair que si on regarde sur le papier, oui, il y a un effectif qui était capable d'aller dans le top 5 malgré les lacunes, malgré les manques à de nombreux postes, notamment en défense. On est d'accord sur ça. Mais quand je vois ce milieu de terrain, par exemple, je sais pas, j'ai juste l'impression en fait que on pourra le tourner dans tous les sens qu'on veut. Et d'ailleurs, on a fait dans cette émission prono en début de saison le système dans lequel on voulait jouer. On se dit mais si ça marche pas, peut-être en faire ci. On se cassait la tête pour mettre des mecs à des endroits, même si ça fait pas l'animation. Mais en fait, j'ai juste l'impression, c'est mon avis, que ces mecs-là ne peuvent pas jouer ensemble. Ils ne partagent pas d'affinité footballistique. C'est tout. C'est comme ça. Pour moi, il faut changer. Point barre. Il faut partir d'une page blanche parce que j'ai l'impression que ces mecs-là ne pourront jamais vraiment réussir à se comprendre sur un terrain. J'ai cette impression-là avec ces mecs que je vois. Et je pense qu'il faut vraiment changer, c'est tout. Je rebondis juste pour, c'est exactement ce que disait en fait Luis Campos. Alors sans juger l'équipe là, mais
qui était assez passionnant quand même à interviewer, c'est qu'il t'expliquait que voilà la vraie plus-value du mec qui déniche et qui construit une équipe, ben là où tu fais la différence, et c'est là où Mitchell va être attendu aussi, c'est sur les complémentarités des uns et des autres, c'est sur c'est comment l'un bonifie l'autre, alors que peut-être qu'individuellement il est pas spécialement meilleur que le gars qui restera sur le banc, mais c'est là où en fait on se trompe. Un Golovin, je voulais parler de lui justement, où on peut le faire jouer. Il a un volume de jeu extraordinaire. C'est quelqu'un qui est précieux sur le terrain. Mais il a un gros volume de jeu, mais il explose toujours à la 60e et il sort, d'ailleurs, souvent. Mais il finit jamais les matchs, Golovin. Je trouve qu'un mec comme Golovin, c'est un bon exemple parce que c'est un joueur de talent, c'est vrai. Il balle au pied, il sait faire de très belles choses. Il a quand même du volume, en tout cas, il a une grosse activité. Il en a plus que Fabregas, oui. Ça, okay. Oui. Non, mais il se défonce vraiment, même les efforts défensifs, il les fait. Paris, quand je le vois jouer, je continue de penser que c'est une déception. Parce que quand je le vois, j'ai l'impression qu'il joue seul. Qu'il n'a pas de copain avec qui vraiment il se sent de jouer au foot. C'est un mec solitaire sur le terrain. Je le ressens comme ça en fait. Voilà. Et que les mecs, que tu lui mettes Bakayoko, que tu lui mettes Silva, que tu lui mettes Fofana, Fabregas, j'en sais rien, t'as l'impression que ce mec, il joue pas, il a du mal à faire jouer les autres, à jouer avec eux. Et c'est vraiment plus une question de complémentarité. Je le sens complémentaire avec personne dans cet effectif. C'est pas mieux avec Jovetic? Non, je sais pas, ou je dis une bêtise, j'avais l'impression qu'il y avait eu quelques trucs pas mal entre les deux. Après, là aussi, encore une fois, on en revient. Et c'est pour ça, des fois, on insiste souvent, on me dit, mais c'est pas, on revient aussi à un problème, c'est que ce pauvre Golovin, comme ce pauvre, je sais pas moi, Glick, c'est que tous les 6 mois, il y a un autre entraîneur et un autre joueur. Et une pré-saison que tu fais pas. Tu peux pas non plus. Je suis d'accord avec toi sur le fond. Golovin, c'est un profil où tu te poses question. Mais en plus de ça, tu te rajoutes, disons que tu t'enlèves carrément des temps où tu dois construire ce collectif-là. Tu peux pas. Parce que comme tu dis, une fois il jouait avec Jovetic, alors tu es étincelant en Coupe de France contre une N2, tu te dis, tomber, c'est le Brésil, et puis après, c'est plus le Brésil, mais c'est normal que ce soit plus le Brésil. T'as plus le même impact en face, tu vois. Et puis moi, il y a un truc pour revenir sur Moreno, qui m'a un peu surpris, c'est si tu veux, ça, je sais pas si vous avez ressenti ça aussi un peu. Et j'ai l'impression qu'il est un peu absent du match dans le coaching. C'est-à-dire que il y a plusieurs matchs où il avait fait qu'un remplacement. Il prépare très bien ses matchs, mais j'ai l'impression qu'il a pas encore ce truc d'influencer sur le match. Je sais pas si vous avez un peu capté ça, ou si ça vous est remonté ou pas, mais et ça aussi, quand t'arrives en cours de saison, que t'as pas trop d'expérience, que tu le mets pas dans un confort ultime, ou par exemple, s'il avait eu 10 matchs amicaux, pour pouvoir dire, je fais rentrer un tel, il apporte ci, il apporte ça. Là, j'ai trouvé que c'était un peu. Après, c'est un jeune entraîneur. Après, il y a même des entraîneurs confirmés dont le coaching intra-match n'est pas leur spécificité. Il y en a, c'est vrai, qui sont très doués pendant la rencontre, mais qui par contre souvent peuvent se planter sur la feuille de match, mais qui savent changer la petite chose au bon moment. Jardim, pour le coup, le faisait très bien, fut un temps. Sur la fin, c'était plus le cas. De même que certains sont meilleurs, sont plus des entraîneurs de tableau, et d'autres sont des entraîneurs plus dans le motivational speech. Voilà. Pascal Duprat. Exactement. C'est vrai qu'il y a des profils aussi différents, des qualités différentes d'entraîneurs. Ouais. Mais Moreno, je pense que c'est un entraîneur qu'on découvre, et lui-même se découvre aussi. Il découvre aussi. Ouais, bien sûr. Il commence, il a été adjoint. C'est la responsabilité, c'est-à-dire que effectivement tout le monde. En plus, il a du Philippe plein, c'est pas facile de porter ça sur le bord du terrain. C'est vrai. Mais tout le monde disait il a une grosse expérience avec il a fait plein de grands clubs. Oui, en tant que numéro 2, c'est-à-dire que il gérait certainement beaucoup de choses, mais il a jamais eu à prendre le final cut, à prendre la décision finale.
Voilà, en disant là c'est moi qui décide, c'est pas Luis Enrique. Moi je vais lui dire à Luis Enrique, je pense qu'on peut faire ci, on peut faire ça. Enrique va dire oui ou non. Mais là, c'est à lui qu'on va dire je pense qu'il faut faire ci, faire ça, et c'est à lui de se dire si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il faut prendre la responsabilité de effectivement de changer quelque chose. Et cette responsabilité là, c'est comme toute prise de décision, il y a un doute. Est-ce qu'on prend la bonne décision ou pas? Ça, malheureusement, on sait pas avant. Donc, je pense il apprend ça aussi, à gérer cette décision et à prendre cette décision. C'est jamais facile. Et c'est pour ça que c'est bien dommage que cette saison ait été arrêtée et n'ait pas repris, parce qu'il aurait eu 10 matchs de plus pour parfaire ça et pour avoir une vision un petit peu plus aussi intéressante sur la saison à venir. Parce que d'un côté, Fabien, t'as raison, on modifie tout le temps, mais d'un autre côté, là, on a envie que d'une chose, c'est qu'on continue de modifier cet été. C'est de pas repartir avec les mêmes. Donc en fait, on est embarqué dans un mauvais délire là. Hein. J'ai l'impression que depuis 2 saisons, il faut sortir il y a que des demi-saisons. On peut pas garder cette défense-là. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que D'ailleurs, on a déjà pris du bon. Ouais, mais ça aussi, tu vois, quel signe tu envoies quand tu recrutes des Pavlovic, Maripane, Badiachil, au dernier moment, au mercato d'hiver, Moreno fait le forcing pour Diego Llorente, enfin tu vois, il faut sortir et c'est là où je rejoins un peu l'idée de dire de laisser Jardim faire, de la finir, en fait de retrouver une préparation de saison, de vraie saison. Là c'était le Monaco fonctionnait en année civile. Il faut se sortir de ça parce que pas le même calendrier, c'est rigolo. Tu bosses mal l'été, tu corriges mal l'hiver. Et donc du coup tu bosses mal l'été et il faut retrouver un peu de comme je sais plus qui disait, quitte à cette saison elle est sacrifiée et allez on repose les bonnes bases, qui reste, on repart avec qui, toi tu vas voir le coach, qu'est-ce que tu veux, lui parce qu'attention c'est important aussi de demander au coach qui veut parce que déjà dans la confiance qu'il aura en tel ou tel joueur parce que c'est pas aussi c'est pas une note sur une console le mec il a 98 ou 95, c'est aussi parce que le gars tous les matins à l'entraînement il est souriant ou parce que il sait qu'il peut compter sur lui. Ouais, c'est important, mais c'est en aucun cas un entraîneur qui doit faire un mercato. Non. Tu lui demandes son avis, mais c'est pas à lui de le faire. On l'a vu avec Jardim chez nous quand il s'est dit tiens j'ai été très bon comme entraîneur et je vais me mettre à prendre des mecs type Ghezal, Diakabi parce que je les ai trouvés pas mal contre nous. Ça a été une catastrophe et puis pour changer de club c'est ce qu'a fait Rudy Garcia avec l'OM et il les a complètement plantés. Donc il faut surtout pas qu'un entraîneur s'occupe du mercato, à part si t'es Guardiola, ok. Mais bon. Non mais voilà. Je sais plus qui. Je crois, enfin j'avais lu un moment dans la presse, je sais plus qui, je jette pas la pierre, mais que Fofana c'était le choix de Moreno. Fofana il est suivi par le club depuis des saisons, c'est pas le choix de les choix de Moreno, c'est voilà. De toute façon on suit tous les mecs de moins de 20 ans, donc c'est pas compliqué. Hein. Voilà, le FC, le FC intéressé, mais je me renseigne et FC intéressé. Non là c'est un tacle. Non, mais c'est important à la fois d'avoir. Ce sera intéressant de voir comment Michel fait le lien justement avec le coach pour lui donner les joueurs qu'il a quand même envie, parce que encore une fois, je le répète, c'est important. Il fait pas le recrutement, mais tu peux pas demander à un mec non plus que parce que le gars, on parlait au même titre que Petrov qui est arrivé et qui a choisi, qui a hérité d'une situation, que ça a été compliqué, il veut ses joueurs. Ses gars sûrs, entre guillemets, à lui, c'est son coach, c'est tout à fait normal, mais le coach, lui aussi, il est arrivé, il a choisi... Parce qu'encore une fois, c'est pas fait dans le bon ordre. Logiquement, le directeur sportif arrive et il choisit son entraîneur. Et non pas un nouveau directeur sportif arrive et il est obligé de se coltiner un entraîneur qui, lui, vient d'arriver, on l'a signé encore 2 ans et demi, je suppose. Alors peut-être pas dans les mêmes prix que Jardim, mais si on le revire au bout de 6 mois, ça va recoûter un bon bifton. On va peut-être arrêter au bout d'un moment, mais d'un autre côté, ça serait peut-être ce qu'il faudrait faire presque. Enfin, si ça ne va pas à Michel, si Michel est très content de Moreno, on continue avec Moreno, mais c'est ce qui se passe au PSG. Leonardo est arrivé, il y avait déjà Tourelle, ça se passe mal et Leonardo ne veut plus de Tourelle. Le billet que tu donnes pour virer un coach, il est énorme, disons. Jardim, il s'est fait plaisir quand même. Non, mais de manière. Il a acheté une belle maison. De manière éthique. Et des belles boules.
Des hauts buts, 75 grammes. 75 grammes, c'est un peu léger. C'est plutôt faire Non, les c'est pas 700 la grammes. quantité, là, je sais pas quoi, là. C'est 700 grammes, une boule de pétanque. Ah, 700, pardon, oui, excuse-moi, 700. 70 grammes, c'est un peu light. C'est le cochonnet. C'est le cochonnet. Ouais, là, ça fait un peu court. Tu disais, Fabien, oui, le billet Je sais. qu'on donne à... Pour virer quelqu'un, c'est énorme, tu vois, dans notre société de... Après, dans le monde du foot, 8 millions et encore plus à l'AS Monaco. Bon, enfin, je vais pas rappeler les transferts de jeunes qui ont encore pas joué. Oui. Voilà. Oleg Petrov, en arrivant, avait cette de suite, on lui a mis sur ses épaules cette mission de réduire le nombre de contrats qui avait quand même coûté la tête à son prédécesseur et au directeur sportif Michael Emenalo, qui, parenthèse, quand il arrive de Chelsea, c'est Jésus. Hein. Ça aussi, on a un peu aussi tendance. Tu fais venir quand même un mec qui a fait 15 ans à Chelsea, quoi. Donc là aussi, il a fait des erreurs, mais on lui a laissé aussi commettre des erreurs. Il a fait des erreurs monumentales, mais encore une fois, il va falloir. Et c'est pour ça que je fais juste la parenthèse pour ne pas trop attendre entre guillemets de Mitchell, dans le sens où il va falloir aussi lui. Tu peux avoir une très bonne recrue, il va falloir aussi lui donner les moyens de s'exprimer comme voilà. Oui, voilà, on est d'accord. Hein. Même Campos, ok, il nous a fait beaucoup de bons coups, mais pareil, hein, il nous a fait aussi un sacré paquet de tocards. Hein. Non, mais c'est pour ça que Oleg Petrov, en arrivant, il a cette mission-là de réduire considérablement les contrats, de couper ce fameux robinet. Ce robinet, il le coupe notamment en mettant des coups de ciseaux dans les réseaux, sur les styles des réseaux de Vadim Vassiliev, qui était Georges Mendes, et qui ont fait leurs preuves, attention, hein, qui ont fait leurs preuves dans le passé, et qui ont amené, je pense que si on fait la balance globale, qui ont amené plutôt plus de positifs. Alors évidemment, on va me sortir. Quand tu prends 10% sur chaque transfert, c'est sûr que son compte en banque, il doit être bien positif. Non, mais je sais que tu parlais pas de ça, mais. Non, mais parce que souvent on m'a dit Georges Mendes, c'est Pelé. Oui, mais il faut comprendre que le système de Georges Mendes, c'est aussi pour avoir un bon joueur, pour avoir un très bon joueur, et à un moment il faut que tu acceptes d'en prendre un moyen. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Le problème après avec Mendes. Oleg Petrov a voulu couper ça de manière assez radicale. Alors moi on m'a dit oui, mais tu sais, il y a pas que Georges Mendes, on peut faire sans Georges Mendes. Moi je suis tout à fait d'accord. Après j'ai répondu mais oui, tu peux aussi faire un film sans Spielberg, quoi. Je veux dire, il faut aussi avoir la conscience, t'aimes ou t'aimes pas. Bon c'est des gars qui pèsent et qui encore plus quand tu dois sortir des joueurs. Je me dis que c'était peut-être pas le moment de couper aussi brutalement Ouais, il avait peut-être pris trop d'importance aussi. Et c'est pire. Il faut pas que, c'est pareil, encore une fois, on voit ce qui se passe à Bordeaux ou ailleurs. Dès qu'un agent commence à devenir trop important et à prendre quasiment le rôle de directeur sportif, on va voir comment ça va se passer à Nantes. C'est catastrophique. Oui, ok, mais là encore. Non, pour le coup, Petrov, là, je suis d'accord avec sa décision, moi. Ouais. Bon, après, si tu veux, on regarde Wolverhampton cette année en Première Ligue. C'est une équipe complètement construite de Georges Mendes. C'est quand même. Après, bah oui, on leur en a filé quelques-uns d'ailleurs. Après, non mais après, par contre, regardons aussi récemment ce que nous avait filé Georges Mendes. C'est-à-dire qu'on n'avait plus. Il nous refilait plus des cadors, hein. Il nous refilait surtout les chèvres, hein, quand même, là. Les pelés, justement, tout ça. Enfin, à un moment donné, en échange, on prenait là, pas des bons. Tu prenais un moyen. Ouais, là, c'était pas pour avoir un bon, tu prends un moyen. C'était pour avoir un moyen. Pour avoir un moyen, tu prends un tocard. Donc ouais, c'est voilà. D'ailleurs même t'en prends deux même. Là, c'est vrai que je suis assez d'accord. Moi aussi, ça a commencé un peu doucement à me gonfler. C'est vrai que t'avais un peu l'impression d'être pour le dire vulgairement, la putain de Mendes, quoi. Donc c'est vrai que ça. Je pense je suis pas le seul à avoir cette tendance. On en avait marre, quoi. D'accord avec toi, mais du coup, tu t'es retrouvé dans une situation où la personne qui était à la tête de ça, qui n'est pas issue du football, coupe de manière nette la tête de quelqu'un qui quand même peut t'aider dans les moments difficiles, même si après il faut effectivement corriger ce problème-là. Et bon, je sais que il a rencontré énormément d'agents, même
trop d'agents selon certaines personnes qui connaissent un peu le milieu du foot. C'est un peu comme quand tu vas au rayon pâtes et que tu te prends un peu toutes les marques. C'est qu'à un moment, pâtes c'est des pâtes, et à un moment il faut que tu choisis. Oula, ça peut être un débat, ça aussi. Est-ce que les pâtes se valent toutes? Je ne suis pas d'accord, monsieur. Non. Bah justement, c'est pour ça qu'il faut tester, il faut essayer. C'est imaginer un peu à chaque fois. Ouais, non, mais oui. Non, mais le piège, et c'est ce qui revient quand même toujours depuis 2 saisons, c'est ce retard. On est toujours dans ce retard de décision. Là, il faut plus. Là maintenant, j'espère que Mitchell qui arrive là, qu'ils ont une feuille de route quand même avec des mecs. Ouais. D'ailleurs, Mitchell qui arrive avec un bras droit qui serait un peu au-dessus du directeur de la cellule de recrutement. Là aussi, il y a un nouveau, il va se passer un peu il va avoir un nouvel équilibre un peu de travail un nouvel équilibre à trouver de travail, quoi. En tout cas, pour finir sur le sujet Mendes, parce que c'est pas forcément l'actualité du club non plus, faut pas oublier que il a commencé sa carrière en nous la mettant dans le derrière, hein. Voilà, sur le transfert de Rafael Marquez. N'oublions pas ça, jamais. Voilà. C'est important, ça compte. Voilà, effectivement, sans la clim et tout. Bon. Sur l'environnement un petit peu là de l'ASM, on a un petit peu fait le tour. On a beaucoup parlé de Petrov, puisque c'est quand même ça a été quand même l'acteur majeur quand même de l'AS Monaco aussi cette saison, sur le plan des coulisses. Puisque Ribot est toujours en retrait. On sait que il était aussi conseillé par Olvec, qui est désormais parti, par Korneyev aussi sur le plan sportif. Voilà, des hommes un petit peu dans l'ombre, mais c'est vrai que Petrov a quand même beaucoup fait parler de lui, suscité beaucoup de débats. Et donc je pense qu'on a pas mal fait le tour, et clairement la décision, la gestion sportive du club, elle est aujourd'hui un peu rocambolesque, en tout cas pas mal de rebondissements. Espérons que les choses vont s'améliorer avec l'arrivée de Mitchell, mais on en parlera à l'occasion d'une autre émission. Je propose maintenant de revenir, de focaliser sur des joueurs, sur des performances individuelles. C'est là où on va se marrer. Voilà. On va faire un petit peu rapidement quand même, puisque on va pas passer tous les joueurs en revue. De toute façon, je pense qu'avec une saison pareille, il y a beaucoup de déceptions, même une majorité sont des déceptions. Je vous demanderai quand même, je pense qu'on sera d'accord, votre meilleur joueur de la saison. Wissam Ben Yedder, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur la chose. C'est clair. Moi, je mettrais Slimani, moi. Par esprit de contradiction. On va pour dire un nom. Non, parce que des fois, on estime un peu l'apport de. Mais après, non, effectivement, Ben Yedder, est-ce que Slimani pourrait être deuxième? Ça peut se discuter, mais non, Ben Yedder quand même, je pense que c'est assez intouchable, parce qu'en plus c'est ultra régulier. Slimani, il y a quand même eu un départ en fanfare. Derrière, faut pas oublier quand même que Jardim avait commencé à le mettre également sur le banc. Il ne joue quasiment pas au mois de décembre. Attends. Il est suspendu au mois de décembre aussi. Oui, mais après il ne revient pas aussi sur la fin. Il est sur le banc, il est sur le banc, c'est tout. Mais non, ça j'avais vraiment, pour le coup, j'avais vraiment regardé en détail, et les gens qui disaient Jardim il a mis Slimani sur le banc. Non, il a été suspendu. Il y avait cette histoire en plus de journée 15 qui avait été décalée, retardée. Donc en plus ça avait joué aussi sur le calendrier, parce qu'en plus Monaco pensait qu'il allait être suspendu sur la journée suivante, alors qu'en fait ça s'appliquait tout de suite. Enfin, Monaco avait fait une connerie avec la suspension de Slimani, en plus avec ce match de Paris. Il a pas joué un match de plus. Et derrière, il y a juste un match où il est sur le banc, mais derrière, non, c'est. En fait, c'est le concept de commencer à le mettre sur le banc, hein, alors que depuis le début, il jouait absolument tous les matchs. Oui, après, moi, il y a aussi un match de coupe qui arrive, notamment avec Lille juste avant. Enfin, il fait aussi un peu tourner, il fait de la gestion d'effectifs, Jardim, c'est à peu près logique. Après qu'il y ait eu quelque chose entre Jardim et Slimani, c'est une chose. Et effectivement, il y a eu peut-être une engueulade, et que Jardim a aussi peut-être un peu sanctionné. C'était pas particulièrement une critique, hein, c'était juste sur le fait que du coup Slimani derrière a également été mis au banc par Moreno, que malgré tout il nous a fait une ou deux rentrées ultra importantes. On regardait avec Patrice, alors il y a le but au parc, hein,
pour le 3-3 évidemment, mais il y a également ce but importantissime à la dernière seconde sur corner de la tête. Le match d'après, c'est lui qui marque dans la victoire face à Montpellier. Mais et puis sur la fin, il est de nouveau un petit peu absent. Donc voilà, juste pour dire en fait que Ben Yedder avait été plus régulier. En fait, c'était le seul truc de mon propos. Hein. Non, mais après, Et Slimani, comme meilleur buteur quand même. c'est un joueur, Passeur, buteur. un joueur traité. Non, Ben Yedder. Ah oui. Ah oui. Ce qui a un peu jeté un peu le trouble là dans cette fin d'année aussi, c'est pas spécialement le rapport avec le coach, c'est surtout avec le club où là Slimani qui fait comme tu dis le départ canon de sa vie, qui a une option d'achat qui est pas énorme, qui court après un dernier beau contrat, et ne voit pas, disons, une confiance des dirigeants. Mais de personne, hein, j'ai envie de te dire. On en a beaucoup fait débat déjà. Est-ce qu'il fallait le garder ou pas? Et très honnêtement, même sur les réseaux, si tu fais des sondages, la majorité est plutôt, on s'en sépare. Hein. Non, c'était vrai. Oui. Quand j'ai fait le sondage, moi, c'était 45% voulaient le garder. C'est en dessous de ça. Il y a cette impression qu'il était en sur-régime, en fait, et que ça allait pas durer. Donc, je pense que c'est ça. Et on se dit, ouais, mais là, il est à fond, il est peut-être en prêt. Effectivement, il a cette envie d'avoir un dernier beau contrat et ça va peut-être pas durer. Je pense que c'est ça aussi. Efficace. Il y a, ok, allez, on joue sur le coup de chance, entre guillemets, mais c'est aussi un profil que il faut voir la hargne sur le terrain, quoi. Enfin, il est chez tout le monde. Enfin, ça, même des fois. Mais on en avait parlé avec Raphaël Cosmidis, justement, de la paire Ben Yedder et Slimani dans une émission, et il disait, voilà, le fait que Slimani aille beaucoup sur l'aile gauche, s'excentre beaucoup, voilà, il crée beaucoup d'occasions, beaucoup de dangers, et en ça, il était très complémentaire et très intéressant avec Ben Yedder, justement. Et puis, franchement, 10 millions. Quand on voit qu'on a mis 20 patates sur des brels qui ont jamais joué, qui passent leur temps à l'infirmerie, franchement, on peut bien se permettre de mettre 10 millions sur Slimani. Je suis d'accord. Moi, et après, il a un gros salaire. Mais souvent, j'ai l'impression aussi, toutes ces années, on se trompe un peu dans le rapport un peu qualité-prix, quoi. Des fois, on se dit, allez, en vendant un mec, on va gagner 5-6 millions, et en fait, au final, tu te rends compte que, derrière, il faudrait recruter quelqu'un, Des fois, je trouve qu'on se trompe un peu enfin, le club se trompe et pourrait des fois se dire allez, sur lui, c'est un profil quand même qui est hyper dur à trouver, effectivement, on le garde. Voilà. Je suis assez d'accord, mais il y a quand même 3 raisons qui font que ça peut être compliqué peut-être de le garder. La première, c'est que malgré tout, il avait quand même beaucoup baissé sur la deuxième partie de sa saison, et c'est peut-être pour ça aussi que dans les sondages, les gens globalement ne souhaitent pas le conserver. Je pense que tu faisais le même sondage fin octobre, il y avait 98% qui voulaient le conserver. Le deuxième point, c'est que Moreno visiblement ne semble pas énormément compter sur lui. Ouais. Et le troisième point, c'est que ok, ça marche très bien, mais ça marche très bien avec Ben Yedder. Et Ben Yedder, alors pour le coup là, on le souhaite absolument tous, mais c'est pas certain qu'il reste. Donc si tu lui enlèves Ben Yedder, à mon avis, Slimani, il ne refait pas le même délire. En tout cas, Slimani, moi je l'ai mis en surprise de cette saison, parce que clairement, déjà quand on a fait l'émission en septembre, on avait déjà presque un petit peu répondu à la question. Ouais, parce qu'il avait déjà fait 2 très gros matchs. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc finalement, on est tellement surpris que je le mets surprise, mais on est déjà agréablement surpris. Et donc je pense que quand même, sa saison n'a pas si baissé que ça pour que il devienne d'un seul coup une déception ou quoi. Il a été quand même assez régulier dans de très bonnes choses, donc pas de souci. Je pense qu'il est vraiment une surprise parce que ça a duré un peu plus longtemps que le moment où on fait l'émission, où là il y avait vraiment eu 2 matchs avec lui sur le terrain, donc forcément il y en a quand même eu encore plein d'autres, je le dis, jusqu'à fin octobre en fait à peu près. Ça reste très très bon. Et également le truc c'est que quand il arrive, par contre, on le considère presque comme Jean-Kévin Augustin. Hein. Je veux dire, on est quasiment autant déçus, sachant qu'en plus, il y a le deuxième effet, c'est qu'on nous annonce quand même plus ou moins Icardi. Ouais, donc, tu vois, c'est terrible, quoi. Les bonnes surprises. Je m'étais faux fan, moi. Je m'introduis, mais D'accord, oui, non, bien sûr. Mais non, vas-y, te gêne pas. Fofana, bonne surprise, bon match, à son arrivée. Ouais. Je pense que je suis dans une équipe un peu qui cherche, un peu moribond, en cours de saison, machin, il s'est quand même
il a apporté un vrai truc quand même au milieu. Sur la deuxième partie de saison, t'as raison, c'est lui. Mais le truc, c'est que nous, on avait fait l'émission fin août, donc là, pour le coup, si quelqu'un avait dit Fofana, ça aurait été un génie. On a parlé, donc là il y a les bons cas, en tout cas les bons élèves de cette saison. On peut rajouter aussi peut-être Bakayoko normalement dans ses élèves, je pense. Enfin Rome, oui évidemment, tu vas le mettre. Pour moi, j'avais Évidemment. fait, et pour moi, mon pronostic est bon. Encore une fois, meilleur joueur Ben Yedder, donc si tu acceptes Ben Yedder, pour moi, la meilleure recrue, c'est Bakayoko. Devant Slimani, mais c'est mon avis. Bah après là, vu le salaire, enfin pas le salaire, mais vu le prix, là c'est clair qu'on le garde pas. Avec 40 millions, on l'aurait, moi, très honnêtement, hein, je l'aurais gardé si on s'était qualifié en Ligue des Champions, mais parce qu'on aurait eu un peu plus d'argent, etc. Là, c'est vrai que bon, ça paraît compliqué de le garder. Ouais. Par contre, là, on peut aborder Même aussi pour lui, hein. le Il y a volet aucun intérêt. des déceptions. Le compte avant. Le compte, ouais. le- Déception. ramené. Ah ouais. Oh non? Ah non, tu voulais pas pour le mettre. Ben, Écoute, je suis très mitigé sur le compte. Je suis d'accord avec toi. Il a fait des erreurs mais il a fait gagner des points aussi. Hein. Donc voilà, moi Ouais, Genre, je suis d'accord, il nous a fait gagner des points, mais il nous en a fait perdre aussi. Il y a des boulettes, début de saison, pas mal, assez peu serein. Et sur la fin de saison aussi avorté, il y avait des petites De nouveau. Ouais. Amiens, tout ça, voilà. Je suis assez mitigé sur lui. J'ai l'impression qu'en fait, pour nous, c'est pas la bonne pioche, en tout cas, ce qu'on espérait, c'est-à-dire un gardien capable d'avoir une plus grande envergure, en tout cas de franchir un palier. Et j'ai pas l'impression on a misé sur le bon cheval. Après, ça peut être un bon gardien de Ligue 1, c'est vrai. Et il y avait un gros besoin de changement à ce poste-là aussi. Mais voilà, je me dis si on va en Ligue des Champions, bah je partirai pas avec le compte en numéro 1, quoi. Je sais pas, parce que si tu vas en Ligue des Champions, c'est qu'a priori, du coup, t'as pas fait du tout la même saison. A priori, c'est que ton gardien a été bon aussi, tu vois. Donc, Ouais, donc si on n'y est pas, c'est peut-être aussi oui, une mais raison, du coup. mais ouais, mais pour le coup, non, mais pour Ouais. le coup, je suis d'accord. Il a fait des grosses conneries. Il en a fait essentiellement en début de saison. Après, il y a eu celle en coupe contre l'OM, au final, qui porte pas à conséquence parce qu'on remporte le match 2-1. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on est bien et tu prends ce but et tu te dis ça va faire comme en championnat. Au final, non. Et il y en a eu encore une sur la toute fin. Oui, il en a refait une. Mais globalement, moi, je me rappelle de tous les débriefs qu'on a fait. Et assez rapidement, sur les mois de novembre, décembre, janvier, à l'exception encore une fois de ce match de coupe, on disait c'est bon, il a son rythme de croisière, il était toujours dans les tops du match. Donc pour moi c'est, en tout cas il faut le revoir, il faut lui laisser une seconde chance cette année. Au même titre qu'Aguilar qui fait pas une bonne saison, qui fait une voilà, moins bonne saison que le compte même. Ah oui, non, bien sûr, il fait pas une bonne saison Aguilar, hein, pour le coup, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'espérais, de qui j'attendais beaucoup en début de saison, et j'ai été vraiment déçu. Mais voilà, ils arrivent dans un contexte aussi pas simple. Non, je parlais de Aguilar. Non, mais est-ce que t'as regretté Sidibé du coup? Non, j'ai pas regretté Sidibé. Personne n'a été installé aussi. Ça aussi, à un moment, il va falloir un peu clairement. C'est bien beau de dire tout le monde peut être titulaire, il faut aussi dans le choix, dans la construction d'un effectif. Il a pris combien de matchs de suspension aussi? Il s'est pas installé parce que le mec, à chaque fois qu'il commençait à jouer, il se prenait un rouge. Donc ça, c'est compliqué aussi. Hein. Et le mec qui était derrière lui, il n'y avait pas de raison qu'il ait pas sa chance non plus. Même si c'était Henrich. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Bon, moi, à un moment, après, il a quand même sorti quelques matchs où tu sens que c'est... personnellement, tu sentais que c'était Aguilar qui amené son truc plus qu'Henry, je crois. Mais bon. Oui, il y a plus de positifs et surtout en plus, ce qui est terrible pour lui, c'est que pour le coup, l'ouverture de la saison face à Lyon, on était tous d'accord pour dire que ça avait été le meilleur joueur dans le marasme global, même si on se rappelle du scénario avec la boulette, avec le rouge, etc. Mais dès le deuxième match face à Metz, c'est lui qui nous plombe. Donc bon. Ouais, c'est vrai. Eh oui. C'est vrai. Ah ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord, j'avais beaucoup aimé son match. C'était chacun leur tour, les mecs. Patrice, toi, de ton côté, quel joueur tu vas mettre au premier plan dans les déceptions? Parmi tous les joueurs de l'effectif ou vraiment uniquement sur ceux qu'on a principalement. D'accord, j'avais dit que ce serait la surprise en disant qu'il allait avoir plus de temps de jeu qu'on pourrait le penser, quoi, et je me suis pas trompé.
En tout cas, en termes de déception, alors ça va peut-être pas plaire à certains, mais je m'en fiche. Je mets quand même Golovin parce que je suis désolé, mais j'attends toujours beaucoup plus de ce joueur. Voilà. Et t'avais pronostiqué qui, Damien, juste Fabregas, même si de toute façon c'était pas il une était prise de nul, risque. en fait, qu'il était sur sa lancée. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, hein. Je veux dire, Golo. J'avais même dit, on avait parlé de Lecomte aussi. J'avais dit, attention Lecomte. Je sais pas, j'espère que non, mais ça peut aussi flopper. Ouais. Bon. Moi, après, bon, il est jeune et tout, mais quelqu'un comme Benoît Badiachil, par exemple, moi, c'est un joueur qui avait la place cette saison de. Il progresse pas. Ouais. Il régresse même. Ouais. Non, mais c'est terrible, il recule. Alors là encore une fois, il faut essayer j'espère que le club arrivera à voir quelle est la part de responsabilité du joueur ou de l'environnement dans lequel il évolue, c'est-à-dire le mec qui joue à côté de lui, le latéral ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que malheureusement, en fait, c'est le joueur qu'on a envie de voir et qu'on avait envie de capitaliser dessus, presque de dire c'est l'avenir, hein, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un énorme potentiel. Et puis j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'on lui donnait un peu sa chance, c'était un peu nonchalant, quoi. C'est dommage. Nonchalant et puis coupable, mais encore une fois c'est pas le seul, mais pour le coup lui particulièrement coupable d'énormes erreurs individuelles. Ouais. Après pour moi c'est pas une déception parce que j'en attendais rien. Moi ma déception c'était Pellegrini et je l'avais dit la mort dans l'âme en me disant que de toute façon il allait pas être là 90% de l'année. Bon j'avais même été gentil. Parce qu'il n'a pas été là 99% de l'année. C'est terrible. Et sinon, alors la pire recrue, du coup, quelle a été la plus mauvaise recrue de cette saison et pourquoi vous avez choisi Jean-Kévin Augustin? Ça compte pas. C'est celui que j'avais annoncé, on sait pas. Oui, non, mais on est d'accord. Il est tellement mauvais qu'au bout de 4 mois, il est renvoyé chez lui, quoi. Limite. Il nous marque un but important contre l'OM. Il a quand même, il a joué 13 matchs. Voilà. Il a quand même joué 13 matchs, il a été 20 fois dans le groupe. Combien de fois remplaçant? Sur les 13. Oui, il a été 5 fois titulaire seulement. Ah, quand même 5. Ah, mais tu vois, je pensais encore moins, tu vois. Okay. Mais non, mais on est d'accord. Mais c'était le flop annoncé, vraiment la pire recrue. On l'avait tous mis. Et toi d'ailleurs, du coup, Rome, ça me permet de te lancer pour qu'on puisse parler de ce joueur. Mais tu avais dit oui, c'est trop facile de taper sur Augustin parce qu'effectivement, c'est sûr que ça va pas être bon. Du coup, je vais mettre quelqu'un d'autre. Je vais mettre Maripane. Ouais. Alors du coup, parlons de Maripane justement, qui est arrivé au mercato dernier, enfin au mercato d'été 19. Du coup, je pense que je suis assez d'accord avec mon choix. Alors, il y a eu d'autres recrues pas terribles, on en a parlé, hein, Aguilar, Lecomte, mais je trouve que ça reste un petit cran en dessous. Et puis pour des tarifs un petit peu inférieurs, Maripane c'est cher, hein, faut quand même pas l'oublier. Et en fait, on a pris un mec qui est encore plus lent que Glick, ce qui est quand même assez compliqué, je pense. Et qui a fait pas mal d'erreurs, qui nous a marqué aussi un but assez important là sur la fin d'année. Pour moi, c'est réellement la pire recrue, même si il y a pas un écart immense avec je sais pas, même avec Aguilar. Lecomte, non, je le mettrais quand même un petit peu au-dessus. Mais avec Aguilar ou Adrien Silva, mais est-ce que c'était vraiment une recrue? Ouais, Adrien nous dirait que oui. Mais je suis d'accord sur Maripane. Outre Augustin, je suis assez d'accord. Je pense que Maripane est vraiment la plus mauvaise recrue cette année. Et c'est un problème pour moi parce que Moreno l'a installé quand même. Il l'a installé en défense. Fabien, tu seras d'accord avec moi. Il en a vraiment fait son titulaire indiscutable en défense centrale, Moreno. C'est-à-dire que encore une fois, 18 millions d'euros quoi. Avec ce qui est passé, tu peux pas non plus lui faire remplir les gourdes. Et regarder les autres jouer. Hein. C'est là aussi où on met pas le coach dans les meilleures conditions. C'est que là clairement le mec il arrive, on lui fait comprendre que lui on l'a pris, on l'a payé cher, faut qu'il joue quoi. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs dont vous vouliez parler par rapport à cette saison? Fodé Ballo-Touré, ça vous intéresse? Non, je crois pas, non. Honnêtement, c'est pas tant le joueur parce que il a quand même le profil. On sent que c'est ce joueur-là un peu qui fait vaguement rappeler Benjamin Mendy. C'est ce type de joueur-là dont a besoin Monaco, mais le cran un peu au-dessus, mais un meilleur quoi. Voilà, j'ai plus envie de dire c'est le poste plus que Fodé Ballo-Touré. Et voilà, c'est ces postes de latéraux là où il faut ça revient, c'est un peu lancinant quoi. Même
du coup, Georges qui rentre du Brésil, Ouais, c'est devenu une solution en cours de saison alors que plus personne le voulait l'an dernier. Ouais. c'est là aussi où tu te rends compte que ton club... Et qui a fait une saison extraordinaire au Brésil. Apparemment. Ouais, même Mais l'a là, encore rappelé en une fois- sélection. Ouais, oui. ouais, mais au Brésil, Après, encore une fois, c'est voilà, faible, t'as hein. pas Ah les- bah c'est déjà au-dessus, ouais, c'est Sans déjà dire meilleur que que l'AD1 belge. Hein. Mais est-ce qu'on va toujours se contenter, tu vois, de te dire ah non mais c'est meilleur parce que là tu me parles de Biancone mais il a été excellent, ok, ils ont fini combien le Cercle Bruges. Oui. Ah Ça, bah, avant-dernier. il est bon dans une équipe Ah qui oui. finit avant Et dernière. ça revient à l'époque où là bon Samuel Grand-Cyr va a des ambitions, enfin à l'époque où il est Corentin Jean, enfin tous ces joueurs là ils Il viennent rachète une boîte de nuit. Hein. de quête de clubs qui, quand même se battent. Ils se battent chaque année ils se battaient pour le maintien, voire ils descendaient. À choisir ces joueurs-là, je préfère autant donner un peu de poids à la formation, quoi. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce bilan de cette saison 2019-2020? Moi, Oui. il y a juste un truc pour finir sur une note positive. Je pense qu'il y a une vraie chance il y a une vraie perche à saisir là sur ces matchs de préparation qui vont certainement être franco-français où on pourrait enfin peut-être un peu attirer du public parce que souvent les matchs de prépa c'est ou à l'étranger, tout le monde cherche un streaming, c'est pas diffusé. Là, je pense que les clubs de Ligue 1, Ligue 2 gagneraient peut-être à imaginer plusieurs petits points de tournoi où pendant l'été tu pourrais aller mater tes matchs pendant que t'es en vacances un peu. Là, il y a peut-être une reconquête un peu du public qui pourrait être sympa, tu vois. À mon sens. Après, je sais pas comment Après, faire. Mediapro pourrait nous proposer des matchs amicaux pour justifier les 25 boules par mois aussi, pourquoi pas. ça sera peut-être un argument commercial pour eux, qui sait. Ça sera peut-être une autre émission, ça. Voilà. Je vous propose qu'on conclue là-dessus. Donc le prochain rendez-vous du coup, ce sera soit un fantasy mercato, soit un club Mounegou plus consacré à l'actualité, notamment par rapport à la nomination de Paul Mitchell, au départ de Subasic, donc un petit hommage à venir évidemment, et puis aussi l'interview d'Andrea Raggi qui inflamme Tire à balles réelles. Mais voilà, on parlera de ça dans les semaines à venir. Pour l'émission bilan, voilà, on a fini. Fabien, merci pour ta présence. Toujours un plaisir. Et écoute, bonne reprise en tout cas. J'imagine que maintenant ça va finir les rétrospectives. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je pense. L'actualité va reprendre. Donc bonne reprise à toi, bonne saison, si je puis dire. Bon courage à vous, les supporters. Merci. il en faut. Merci Patrice, merci Rome. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut et Dage Mounegou. Et bisous.